down again. Bonjour à tous, bienvenue, on est en live, bienvenue chez The Matrix Factory pour ce 16e épisode de Wake Up Your Audience. On va attendre gentiment que tout le monde arrive à se connecter. Je rappelle qu'on est en direct sur YouTube, Twitch et LinkedIn, donc vous pouvez nous suivre sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi réagir, poser des questions dans le chat, soit sur Twitch, soit sur LinkedIn, soit sur YouTube, pas de souci. On sera là pour y répondre. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc moi c'est Quentin, je dirige The Matrix Factory. On est une agence spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux. On organise ces événements une fois par trimestre ou plus pour décrypter ensemble les tendances du social media et tout ce qui permet aux marques d'engager leurs audiences, de les réveiller et de les activer. On a un super programme aujourd'hui. On va passer 1 heure ensemble, c'est la promesse. Pas vous prendre trop de temps, vraiment respecter le timing. Vous apporter par contre le maximum de valeur dans un temps précis. Et c'est pour ça qu'on a prévu tout un programme enrichi avec d'un côté le partage d'un panorama des tendances, de comment créer du earned media quand on est une marque, et ensuite des super invités qui vont pouvoir vous partager leur expérience, rentrer dans le concret, vous expliquer comment ils ont fait en tant que marketeurs pour générer du earned media, faire parler de leur marque. Donc voilà, le programme est dense encore une fois. L'objectif, c'est que ce soit le plus riche pour vous. Et voilà, et encore une fois, on va passer une petite heure ensemble. Donc là, on attend juste un petit peu que les premières personnes se connectent et que voilà, on ait le maximum d'audience. Vous étiez beaucoup inscrits à cet événement, plusieurs centaines. On sent que c'est un sujet qui intéresse les marques. On sait que nous, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Il y a beaucoup d'interrogations de nos clients sur leur média. Ça reste malgré tout un saint graal du marketing. Ça reste un véritable objectif de communication. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser cet événement avec toute l'équipe de The Matrix Factory. Je profite de cette petite intro pour les remercier, pour remercier toute l'équipe, tous les consultants, Nouriel Lacom, tous ceux qui ont participé. Voilà, c'est un effort, on le fait nous-mêmes avec nos petites mains. Et encore une fois, dans l'objectif de vous donner voilà, un maximum d'insight dans un temps limité. Donc voilà, juste pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vous invite quand même à découvrir The Matrix Factory. Donc nous, on est spécialisé, comme je le disais, dans l'analyse des réseaux sociaux. On existe depuis un peu plus de 10 ans et on accompagne donc des directions communication ou marketing dans tous leurs enjeux grâce à l'analyse des réseaux sociaux. Donc ça va être autant sur l'enrichissement de la connaissance client, comprendre le consommateur via les réseaux sociaux, via ce qu'il va le dire sur les plateformes, comment il va se comporter. On va être capable de décrypter ses comportements et de vous fournir des personas assez détaillés sur votre cible. On va faire évidemment tout ce qui est audit d'écosystème, analyse de la présence de votre marque, analyse de la présence de vos concurrents, comment vous situez par rapport au benchmark et surtout comment vous pouvez faire pour rattraper vos concurrents et vous en démarquer. Ensuite, on va faire tout ce qui est conseil activation, donc des guidelines, des stratégies d'activation, basées toujours sur la data. Tout ce qu'on va fournir va être data-driven, mais va vous permettre, encore une fois, d'exceller sur le social media et sur le marketing digital au global. Et le dernier point de notre activité sera tout ce qui est reporting, tout ce qui est bilan, suivi de performance, évaluation, post-test de votre stratégie social media, de votre stratégie de partenariat sportif et e-sportif, de vos collaborations avec des influenceurs, sachant que pour faire tout ça, on va s'appuyer sur des technologies propriétaires qu'on a développées qui vont nous permettre de scanner tous les réseaux sociaux, incluant Instagram, TikTok, Twitch, Reddit, Discord, Facebook, X et YouTube, bien sûr. Donc, on va scanner tous ces réseaux sociaux-là et on a développé des technologies de traitement, notamment de la reconnaissance visuelle, qui vont nous permettre de détecter la présence de votre logo ou de n'importe lequel de vos produits dans ces contenus photos ou vidéos. Donc, c'est basé sur toute cette intelligence qu'on construit nos insights et c'est ça qu'on va vous restituer aujourd'hui. Tout ce qu'on analyse, tout ce que nos 15 consultants analysent au quotidien pour tous nos clients qui sont multisecteurs d'activité.
C'est ce qu'on vous fournit aujourd'hui, c'est prendre un pas de recul sur tout ce qu'on fournit au quotidien, toute la data qu'on manipule, et se dire qu'est-ce qui peut être pertinent pour des marques, quel enseignement on en tire, et comment vous pouvez vous en servir pour votre présence social média. Juste un mot sur les Wake Up Your Audience, pareil, j'espère que vous faites partie du public de fidèles qu'on a depuis maintenant 5 ans sur ce format. Wake Up Your Audience, donc c'est vraiment un format qui, comme son nom l'indique, vise à décrypter les grandes tendances, les insights qui permettent d'activer et d'engager son audience. L'objectif, c'est de voir comment, via les réseaux sociaux, via le contenu, via des leviers comme l'influence ou autres, je peux capitaliser et réveiller mon audience. Donc voilà, on le fait sur des thématiques à chaque fois différentes, en présentiel ou comme aujourd'hui en webinar. Vous pouvez retrouver tous les comptes rendus sur notre site et sur notre chaîne YouTube. On a traité le sport, le e-sport, l'influence, la marque employeur, etc. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au earned media. Donc, je vous le disais, on a un vaste programme. Très content d'avoir ce beau plateau d'invités pour parler de earned media. Donc, on va commencer d'abord avec une première partie sur, comme je vous le disais, les bonnes stratégies ou les stratégies clés pour faire parler de sa marque, pour générer du earned. Et ensuite, 3 invités, chacun qui pourront témoigner de leur expérience. François Baldo, qui est l'ex-directeur marketing de Crazy Tiger et qui a accepté de rejoindre et de nous partager comment il a fait parler de sa marque. Les stratégies de Crazy Tiger l'année dernière ont été récompensées par 2 Influence Awards, justement sur cette capacité à utiliser l'influence pour faire parler de sa marque. Il va nous expliquer comment il a fait, ce qu'il en a retenu et comment vous pouvez vous en inspirer. Ensuite, on aura Romain Glichenstein, qui est en charge des réseaux sociaux et de l'influence de Parion Sport, la marque de paris en ligne du groupe FDJ. Pareil, qui fait beaucoup de choses et qui a notamment mené une opération qui s'appelle le Virage Pinot, qui a été organisée pendant le Tour de France, qui a été récompensée par le Grand Prix Stratégie du sport et qui a généré plusieurs centaines de retombées presse. Il va vous détailler tout ça. Et on a également Geoffrey Marseille qui parlera de la marque Michelin. Geoffrey Marseille en charge de l'influence et du gaming au niveau global, donc international de Michelin, et nous expliquera comment la marque innove, comment la marque parie sur du e-sport, du gaming, des influenceurs pour se renouveler et rentrer dans le quotidien des consommateurs. Donc c'est parti, on commence sur ce programme. Je répète une dernière fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions, vous pouvez partager dans le chat, sur Twitch, sur YouTube ou sur LinkedIn. Donc, je vous l'ai dit, l'objectif d'aujourd'hui, c'est le earned media, c'est de savoir comment le faire. Donc dans le earned media, on inclut évidemment les retombées presse, ça peut être aussi le bouche à oreille, ça peut être tous les contenus que les utilisateurs vont publier autour de votre marque sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le user generated content. Ça va être aussi la capacité à avoir du média gratuit. C'est l'idée de earned, c'est l'idée d'avoir une marque qui est visible, mais non pas parce que vous payez, comme c'est souvent le cas, non pas parce que vous faites des ads, pas parce que vous avez fait un plan média, mais parce que en fait vous avez de la visibilité qui vous est donnée, offerte par les plateformes, par les utilisateurs. On va chercher aussi les stratégies qui permettent de dépenser 1 euro et d'avoir 2, 3, 4 euros en contrepartie d'équivalent publicitaire. C'est vraiment ces stratégies-là qui vont nous intéresser aujourd'hui. Nous, on le voit au quotidien, c'est des objectifs de tous les annonceurs, quel que soit leur secteur d'activité et leur taille de business. Et l'avantage, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a une pluralité de techniques pour y arriver. Donc, j'ai retenu, moi, 7 stratégies qui permettent aujourd'hui aux marques de générer du earned media de manière conséquente. Première stratégie, elle n'est pas nouvelle, on en a beaucoup parlé, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux et de Twitter à l'époque, c'est ce qu'on appelle le newsjacking. Le newsjacking, c'est très simple, c'est de se dire, en tant que marque, je vais me servir de l'actualité pour rebondir dessus, l'incarner et me rendre visible auprès du consommateur et surtout faire parler de moi. Un des derniers exemples en date, c'est celui que vous voyez ici de KitKat, qui a fait cette campagne d'affichage au UK pendant la grande vague de froid. Il y avait une vague de froid sans précédent au Royaume-Uni. KitKat a réagi vite avec cette campagne d'affichage et qui a été largement repris. Photos sur les réseaux sociaux, selfies, articles de presse pour la détailler. Donc le newsjacking, il peut être très simple, il peut être aussi très élaboré. Évidemment, les réseaux sociaux s'y prêtent très, très bien. Ça nécessite d'être réactif, ça nécessite d'avoir une plateforme de marque qui est flexible, que je peux adapter au code de l'actualité. Mais c'est la première stratégie pour faire du earned media et faire parler de soi, le newsjacking. Deuxième stratégie, l'endorsement. C'est un peu plus large. Évidemment, dedans, on va mettre tout ce qui est influence marketing.
Mais aujourd'hui, ça va être beaucoup plus global, beaucoup plus large que ça. C'est plus complexe que juste dire je vais payer un influenceur pour qu'il parle de ma marque. Aujourd'hui, dans l'endorsement, on peut aller chercher tout un type de personnalités différentes. Évidemment, des créateurs de contenu en ligne, mais ça peut être aussi des stars, des célébrités, des personnalités. Et tous, en fait, l'objectif ici, ça va être de raconter une histoire avec eux. Créer des contenus, mais aussi ça peut être des collaborations beaucoup plus conséquentes. Ici, vous avez l'exemple de Lena Situation avec Adidas. Donc, Lena Situation, une des top créatrices, pour pas dire influenceuse en France, qui a designé, qui a créé une paire d'Adidas, une collection exclusive avec la marque. Et donc, en fait, ça a permis de faire parler d'Adidas pendant tout un temps fort, d'avoir des contenus créés par Lena Situation et évidemment énormément de retombées presse, énormément de earn générés aujourd'hui. Donc voilà, l'endorsement, ça va être l'idée de capitaliser non pas sur mon audience en tant que marque, mais sur l'audience d'autres, sur l'audience de personnalités influentes. Les exemples sont pléthores, multiples. Il y a énormément de choses qui sont faites avec des sportifs, avec des athlètes, avec des célébrités, des acteurs et les créateurs de contenu. On va le voir, hein, ça va être un des fils rouges, je pense, des 3 interventions qu'on a aujourd'hui. Tous travaillent avec des créateurs de contenu aujourd'hui pour faire parler de leur marque. Ensuite, au-delà de l'influence, il y a tout ce qui est sponsoring. Donc là, c'est de manière un peu plus simple, c'est vraiment payer tout simplement pour s'adosser à une entité. S'adosser, ça peut être, alors évidemment, le sponsoring sportif de manière traditionnelle. Ici, on voit Paris en Sport, qui est partenaire notamment de l'Olympique de Marseille. Voilà, contre monétisation, vous avez ce qu'on appelle des contreparties, et donc vous êtes mis en avant. Là, typiquement, à chaque match de l'Olympique de Marseille, ça va être de la visibilité du earned généré pour la marque Paris en Sport. Les cas sont multiples en sport. Aussi, aujourd'hui, on les retrouve en e-sport. Ça va être le cas de Michelin, je laisserai Geoffrey en parler, qui va s'adosser à différentes équipes ou des athlètes. Aujourd'hui, pareil, le sponsoring, il va être multidimensionnel. Ça va être le sport, le e-sport, mais ça va être plein d'autres choses. Typiquement, on a le cas de Oasis, la marque de jus de fruits, qui s'est adossé à Jul, le rappeur, et ensemble, ils ont co-créé un tube, ils ont sponsorisé son clip, etc. Vous avez des sponsorings de séries Netflix. Aujourd'hui, vous voyez de plus en plus de marques dans les séries Netflix. Vous pouvez sponsoriser des jeux vidéo ou des films. C'est le cas avec le film Grand Turismo et Michelin, pareil. On en reparlera tout à l'heure. Mais vraiment, le sponsoring, il va être protéiforme aujourd'hui. À chaque fois, c'est l'occasion, en tant que marque, de s'adosser à des vecteurs d'engagement qui existent déjà. C'est pour ça que c'est proche de l'endorsement. L'endorsement, je m'adosse à des personnalités, je collabore avec eux, avec elles. Ici, c'est plutôt avec des entités. Dans les deux cas, la stratégie, c'est de se dire, en tant que marque, je suis peut-être pas le plus fort ou le meilleur pour faire parler de moi, générer du earn, toucher une audience. Je vais m'adosser à des entités qui existent déjà, qui ont des lignes éditoriales, qui ont une audience, et je vais capitaliser sur la leur pour faire parler de moi et me rendre visible. Donc voilà pour la troisième stratégie, celle du sponsoring. La quatrième, c'est ce qu'on appelle le momentum. De manière assez macro, le momentum, c'est simple, c'est de se dire, je crée un événement. C'est événement avec un E majuscule, hein, presque. C'est vraiment de se dire, je vais créer un temps fort, je vais créer un événement pour émerger. La difficulté ici, ça va être justement d'émerger. On est dans un monde où il y a un jour un buzz, un jour une actualité en chasse une autre. Donc, en tant que marque, très compliqué de se distinguer. Et souvent, pour se distinguer, il faut être malin, faut frapper fort, faut déclencher des grands moyens. Le cas d'école, alors qui commence à vieillir, mais qui reste ultra pertinent, pardon, ça reste celui de Red Bull, avec le saut de la stratosphère de Félix Baumgartner. Voilà, Red Bull est allé jusqu'à envoyer un homme dans l'espace, s'il schématise, pour faire du média, pour faire parler de sa marque. Et les retombées ont été colossales avec des diffusions en live sur des chaînes de télé dans le monde entier, etc. Plus récemment, on en a parlé tout à l'heure, le Virage Pinot, qui a été organisé par Paris en Sport. C'est un événement créé pendant un événement massif qui est le Tour de France, qui est un des événements les plus repris dans le monde, un des événements sportifs les plus repris dans le monde. Le Virage Pinot, ça a été s'y intégrer, créer une actualité, etc. Donc sur le momentum, c'est vraiment ça, c'est je crée un temps fort, je crée un événement, une sorte de climax autour de ma marque sur un instant précis. La cinquième stratégie, c'est celle du care. Donc là, c'est plutôt en tant que marque de s'effacer au profit d'une cause plus noble, plus grande, de choisir un combat, de s'engager. Bien évidemment, la première motivation va pas forcément être de faire du earned media, mais ça va largement y contribuer. Ici, vous avez le cas de Burger King à gauche, qui a, pendant une période limitée, mis dans ses sacs de vente à emporter des sacs de couleur grise pour
illustrer le harcèlement aux enfants. Un des cas qui revient souvent aussi, c'est celui de Patagonia, qui est une marque engagée, une entreprise engagée en tant que telle. Je vous ai mis une capture d'écran, là c'est de leur site web, donc leur site e-commerce. Vous y allez pour vous acheter une parka ou une doudoune. La première phrase, c'est notre entreprise existe pour sauver notre planète. Point. Donc c'est des engagements très forts. On le sait aussi, on le voit dans les études, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ce genre d'engagement. Ça va être de plus en plus un impact fort sur leur décision d'achat, l'engagement de l'entreprise. Et pareil, ça permet de faire parler, de générer du earn, des retombées presse, des contenus sur les réseaux sociaux, parce que la marque s'engage. La sixième stratégie, ça va être de créer une communauté, créer et animer une communauté. Là, je vais pas m'appuyer sur des influenceurs, je vais moi-même en tant que marque décider soit d'avoir des ambassadeurs plutôt ou des micro-influenceurs, on pourrait dire, mais de créer une communauté qui va vivre et qui va être hyper impliquée et donc qui va relayer mes contenus et donc qui va parler de ma marque. Un des meilleurs exemples, c'est Gymshark, une marque de e-commerce à la base anglaise et maintenant qui est worldwide, spécialisée dans les vêtements de fitness et de sport. C'est une marque qui est valorisée à plusieurs milliards aujourd'hui, donc on n'est pas sur une petite boutique e-commerce, on est vraiment sur un phénomène énorme qui a disrupté l'industrie de l'équipement sportif. Et Gymshark, c'est ce qu'ils ont fait dès le début. Ils ont créé des communautés d'ambassadeurs et donc un peu tout le monde peut postuler pour devenir ambassadeur Gymshark. Donc il faut évidemment avoir des conditions, il faut être athlète, aller en salle de sport, etc. Mais vous recevez des produits, vous recevez tout un programme et surtout vous faites partie d'une communauté d'ambassadeurs. Donc il y a des liens très forts qui se créent et c'est eux en fait qui vont faire le travail, je dirais, de fourmi au quotidien sur le terrain, dans toutes les salles de sport, de promouvoir Gymshark, de diffuser sur leurs réseaux sociaux, de faire parler de la marque. Et là, on est vraiment sur une stratégie de cercle concentrique où j'ai un cœur de fans, une communauté hyper forte qui vont être mes ambassadeurs, qui vont engager d'autres gens, qui vont engager d'autres gens, etc. C'est un peu la réunion de Tupperware, mais version Web 2.0, où je vais en fait mettre mon effort sur créer des relais qui vont être des ambassadeurs de ma marque, qui vont la défendre au quotidien et qui à la fin vont m'apporter énormément de earned media. Donc ça aussi, c'est une très bonne stratégie, la stratégie de la communauté. La septième, c'est le personal branding. On pourrait parler de leader advocacy aussi, parce que souvent, ça va être fait par les dirigeants, mais ça peut être fait aussi par d'autres personnes. On le voit beaucoup aussi pour les solopreneurs, les auto-entrepreneurs. En fait, très souvent, ça va être plus facile de faire parler de soi, faire parler de soi, pardon, pour faire parler de sa marque. Voilà, on est dans une société de la personnification. Les réseaux sociaux aussi, en tant que tels, d'un point de vue pur algorithmique et tactique, vont avoir tendance à plus mettre en avant les contenus de personnes que les contenus de marque. Donc la stratégie, elle est simple, vous faites parler de vous pour ensuite faire parler de vos produits et pour faire parler de votre marque. Un des premiers, un des pionniers, je dirais, qui incarne parfaitement ce mouvement en France, c'est Michel-Édouard Leclerc. Il l'a très vite compris. Ça a été un des premiers dirigeants à avoir un blog, à poster des actualités bien avant LinkedIn en ligne, à avoir une newsletter. Aujourd'hui, évidemment, il a les réseaux sociaux, à multiplier les passages télé, radio, écrire des livres, etc., pour faire parler de lui et évidemment faire parler de Leclerc et de sa marque de grande distribution. Autre exemple, plutôt issu de l'univers startup, Anthony Bourbon, toujours en France, avec sa marque Feed. Tout de suite, il a compris qu'il avait une histoire à raconter et qu'en mettant en avant son histoire, il captait l'attention des médias. Et donc là, immédiatement, pareil, c'est des retombées presse, c'est des passages télé, c'est des articles obtenus pour lui et indirectement pour sa marque. Et après, pareil, mise en scène sur les réseaux sociaux, création de contenu, écriture d'un livre. Aujourd'hui, il est jury d'une émission d'M6 qui va être mon associé. Tout ça, en fait, ça génère de la visibilité dont il fait bénéficier ses business. Donc le personal branding à la base c'est très américain, très US, on n'est pas forcément à l'aise en Europe avec ça et notamment en France sur le fait de se mettre en avant, de se starifier, de se personnaliser. Mais en fait les retours business sont tellement bons que on y arrive parce que c'est encore une fois un véritable levier pour une stratégie marketing. Donc voilà pour les 7 stratégies. J'en ai une 8e en bonus qui est plutôt tactique, très liée aux social media. Donc nous on l'observe, mais je pense qu'elle peut s'utiliser pour d'autres cas que le social media. C'est la stratégie du first mover. C'est l'idée en fait d'être le premier ou d'innover, de faire quelque chose. Et quand on est le premier, on est commenté, on est suivi, on va parler de nous. Donc en tant que marque, ça peut être, là on a pris l'exemple de Decathlon, mais il y en a eu énormément au moment du Web 3. Bien sûr, beaucoup de polémiques. Est-ce que le métaverse est un phénomène de mode ou non? Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que sont les NFT, etc. Donc il y a eu énormément de discussions.
mais il y a aussi des marques qui ont juste saisi cette hype et qui se sont dit, bah, on va y aller. On ne sait pas si ça va durer, je ne sais pas si le métavers sera présent dans 2 ou 3 ans, mais je décide d'acheter un terrain dans Sandbox ou je décide de lancer ma collection de NFT. Et juste cet acte a permis de faire parler de la marque, de générer du earn, toujours pareil. Et en fait, en tant que tel, c'est déjà une victoire. Le coup classique aussi, c'est d'être le premier à aller sur les plateformes, sur les réseaux sociaux quand il y a une nouvelle qui émerge. Il y a eu Clubhouse, plus récemment, il y a eu Threads. Threads, pareil, les marques qui sont allées dès le début, aujourd'hui, elles ont des millions de followers. Tactiquement, pareil, quand on est dans les premiers, on est au cœur de l'algorithme est mis en avant. Il y a moins de contenu publié que d'audience, et donc les contenus publiés vont être très visibles. Donc il y a toujours un avantage à être le premier. C'est pour ça que je vous invite à être flexible dans votre stratégie de marque, notamment pour le social media, à aller vite et à saisir les opportunités. Les premières marques qui étaient sur Twitter, puis sur LinkedIn, puis sur YouTube et autres, elles ont eu un avantage que les autres ont du mal ou ne peuvent jamais rattraper. Donc en fait, vous avez une visibilité forte, de fait, mécaniquement sur les plateformes quand vous arrivez les premiers, et en plus, vous allez être commenté et suivi. Donc tout ça fait qu'on va parler de votre marque. Donc voilà pour très rapidement, très succinctement, les 8 stratégies qui permettent de générer du earned media: le momentum, le newsjacking, l'endorsement, personal branding, le sponsoring, community, care et first mover. Donc ça en fait 8. Bien sûr, il faut se demander laquelle est bonne pour ma marque, quelles ressources j'ai pour en choisir une. Il y en a qui sont plus simples à mettre en œuvre que d'autres, et surtout laquelle me correspond le mieux. Mais après, ce qui va être intéressant aussi, et ce qu'on remarque, c'est que les champions, les marques qui vraiment dominent et ont une stratégie où le earned media est omniprésent, en fait, elles combinent ces différentes stratégies. En quelques mots, vous avez forcément entendu parler de Prime Drink, une boisson réhydratante, qui a aussi des gammes énergisantes, mais réhydratante avant tout, qui est sortie pour concurrencer Gatorade et Powerade. En 12 mois, c'est 225 millions de dollars de chiffre d'affaires, donc la première année. Cette année, c'est une marque qui devrait faire 1,2 milliard de dollars sur un secteur, François pourra en témoigner, où c'est difficile de pénétrer. On n'est pas sur des produits en ligne ou du service, c'est des secteurs qui sont difficiles à pénétrer. Ils ont fait ces chiffres-là. D'un point de vue communication, c'est 6,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux en 2 ans d'existence seulement. Et en fait, tout ça grâce à leurs 2 ambassadeurs, Logan Paul et KSI. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est des top YouTubers. Logan Paul aux États-Unis, KSI en Europe. C'est ceux qui s'étaient affrontés pendant un match de boxe il y a quelques années. Donc, eux, en fait, ils sont directement associés à la marque. Ils ont de l'equity, donc des parts dans l'entreprise. Et donc, ils vont en faire la promotion constamment. Un tweet de KSI sur cette marque, c'est 20 millions d'impressions. Donc, à chaque fois, c'est très facile pour lui. Logan Paul, s'il fait un TikTok sur Prime Energy, c'est 331 000 euros d'équivalent média pour la marque. Donc c'est comme si Prime avait acheté une pub de 331 000 euros, sauf que c'est son fondateur qui le met sur les réseaux sociaux. Et donc toute cette puissance, si on la décortique, on la met au prisme des 8 stratégies dont je viens de vous parler, en fait, ils n'en utilisent pas une ou l'autre, ils en utilisent plusieurs. De l'endorsement, évidemment, eux deux sont des influenceurs. Donc ils ont plein d'amis influenceurs, créateurs. Là, je vous ai mis un exemple d'un TikTok où en fait c'est Logan Paul qui, avec MrBeast, premier YouTuber au monde, Kazenesta, une légende de YouTube. Donc à eux trois, c'est plusieurs centaines de millions d'abonnés sur YouTube et TikTok, etc. Et qui sont en train de se faire une petite dégustation d'énergie drink Prime. Donc là, c'est du pur endorsement, on voit la bouteille, ils en parlent, et des influenceurs. Sponsoring sportif, Prime, à chaque fois qu'ils se déploient dans un pays, ils signent une entité. Donc ils sont partenaires de l'UFC, ils sont partenaires du FC Barcelone puisqu'ils sont lancés en Espagne, d'Arsenal quand ils sont lancés au UK, du Bayern Munich quand ils sont lancés en Allemagne. Ils se sont lancés en France là, il y a quelques semaines. Attendons de voir les annonces. Mais en tout cas, ils misent massivement sur le sponsoring sportif. Sponsoring d'athlètes, ils ont Haaland, le joueur de football, etc. Personal branding à fond. Logan Paul, c'est simple. Depuis qu'il a fait ce deal, je pense qu'on l'a plus jamais vu sans bouteille de Prime à la main ou autre. Là, vous le voyez, il est interviewé par le Wall Street Journal. Et donc, de manière un peu casual, il a sa bouteille comme ça. Et donc, à chaque fois qu'il va être invité sur un podcast, à chaque fois qu'il va être interviewé, ou à chaque fois qu'il est mis en avant, il va y associer la marque directement. Et pour conclure, Momentum, événement, là, ils avaient organisé un grand jeu concours avec 1 million de dollars à gagner, 500 000 dollars pour les États-Unis, 500 000 pour le UK. En fait, il y avait une boutique, un corner shop éphémère Prime Energy avec une bouteille de Prime faite en or, et il fallait deviner le poids. Donc les gens pouvaient venir, s'inscrire, arriver, deviner le poids, et il y avait un gagnant dans chaque pays qui a gagné 500 000 dollars. Donc évidemment, vu le mécanisme et la dotation, tout le monde en a parlé.
Donc voilà très rapidement pour Prime Energy Drink, encore une fois. L'idée ici, c'est de montrer que pour avoir ce niveau de earn et ce niveau de business, ils ont dû mixer les différentes stratégies. Une fois qu'on en est là, la question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est quelle stratégie mettre en place, par laquelle je commence. Est-ce que je fais du newsjacking? Est-ce que je fais du momentum? Est-ce que je fais de l'influence? Comment? Par où je commence? Sur quelle plateforme? Concrètement, comment ça s'incarne? Quel contenu? Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de répondre à toutes ces questions parce que je préfère qu'on passe du temps avec nos invités. Mais pour répondre à toutes ces questions, si le sujet vous intéresse et si vous voulez aller plus loin, on organise en fait une masterclass qui est gratuite. Ce sera le 29 février à 9h30 pour rentrer dans le détail et poursuivre cette discussion. Ce sera l'occasion notamment de présenter en détail chaque stratégie, risque, opportunité, tout d'où précise de quelle étape suivre pour les mettre en place et des exemples détaillés avec des chiffres. On ira plus dans le détail sur les mécaniques du earn à l'heure du social media, quelle plateforme utiliser, quel format, quelle synergie entre mon paid, donc mon achat d'espace, mes contenus, mon owned et le earn, comment je peux concrètement faire pour tirer le maximum de TikTok, de Twitch, de LinkedIn. Est-ce qu'il faut que je me lance sur Threads? On répondra à ces questions-là. On identifiera aussi les meilleurs relais, créateurs, influenceurs, médias distribués. On vous dira lesquels sont, selon nous, ceux qui vous rapportent le meilleur ROI, le meilleur earn média. C'est un format qu'on veut volontairement avec une audience limitée. On a 20 places. C'est ce qui a marché les dernières fois. Les places sont limitées. On a souvent plus d'inscrits que de places. J'en suis désolé, mais c'est pour favoriser l'échange. On a ces formats webinars qui sont plutôt pour diffuser largement. Les formats masterclass, on veut que ça reste niche. On veut qu'il puisse y avoir de l'échange entre annonceurs parce que c'est ce qui apporte de la valeur, l'échange entre pairs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au plus vite. Dès maintenant, vous pouvez envoyer un mail à contact@themetricsfactory.com en disant que vous êtes intéressé, si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez déjà vous inscrire. Rendez-vous le jeudi 29 février à 9h30. On a un jour en plus cette année puisque c'est une année bissextile. Nous, on a décidé d'utiliser cette journée pour vous donner encore une fois plus de valeur. C'est gratuit. On fournira des analyses, vous repartirez avec des chiffres, des éléments concrets et des visions sur votre stratégie. Donc voilà pour moi, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Restez connectés parce que maintenant on attaque le cœur du sujet avec nos 3 invités et on va commencer par François. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Moi, je t'entends bien, donc je pense que tout le monde t'entend. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour l'invitation, Quentin. Et quel teasing sur cette masterclass, je me suis déjà inscrit. Clairement, il y aura des choses intéressantes à discuter. Pour me présenter un petit peu, donc moi je suis François, donc je suis actuellement directeur marketing pour Tropicana France. Je me définis comme un passionné du marketing créatif, pragmatique. C'est-à-dire que je crois foncièrement dans la force des marques et me dire qu'elles peuvent être au service du business. Et c'est ce qui, je pense, en tout cas pour les produits alimentaires, fondamental. Et j'ai eu la chance de m'occuper de différentes marques, que ce soit dans les boissons avec notamment Capri Sun, dans les bières avec Lef, Bud. Et effectivement, plus récemment, Crazy Tiger, donc, qui va être un peu le sujet de fond de cette intervention. Car effectivement, il y a une question de base que Quentin m'avait posée. Pourquoi faire du earned media? Et c'est une question en fait assez complexe à répondre. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose c'est une intention qu'on va vouloir faire, mais c'est pas quelque chose qui va venir de nous, ça vient du consommateur, ça vient des gens. C'est ça qu'il va falloir essayer de capter. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas gagner sur l'ère média sans faire du earned media pour une simple et bonne raison. C'est que le consommateur, il est sursollicité tous les jours par des millions de messages et qu'aujourd'hui, la capacité à émerger, elle ne passe pas que par la publicité. Aujourd'hui, pour pouvoir émerger, il faut pouvoir avoir un canal de discussion avec les consommateurs. Et le earned media, finalement, ce n'est que la traduction de ce que les consommateurs veulent dire sur une marque, ont compris d'une marque. Et notre rôle, du coup, c'est de pouvoir l'orchestrer. Et c'est d'autant plus important, comme tu le disais, sur une catégorie des boissons énergisantes qui sont nées du earned media, qui ont ensuite créé des modèles où aujourd'hui, on a des budgets relativement colossaux. Je sais qu'il y a quelques-uns de Red Bull qui notamment suivent cette présentation. Et puis tu as parlé de cas d'envoyer les gens dans l'espace. Quand on arrive à ce niveau d'exécution, émerger devient de plus en plus compliqué. Alors je vous laisse imaginer quand on a une marque mondiale comme Red Bull ou un autre comme Monster, les budgets qui peuvent être associés et qui sont en plus globalisés. C'est aussi une des forces de Prime. Quand on est sur une marque comme Crazy Tiger, qui est une marque française, marque locale, on n'a pas les mêmes niveaux de budget, on n'a pas les mêmes niveaux de capacité d'investissement. Et du coup, le earned media devient fondamental dans la construction d'une marque puisqu'il me permet de compenser le budget et surtout de pouvoir
engager mon consommateur pour faire la préférence de marque. Donc voilà pourquoi il faut faire du earned media. Très clair. Bah, super pour plus que l'intro, je dirais. Tu as déjà donné énormément d'éléments. Est-ce que tu peux, si on peut rentrer un peu dans le détail, alors je sais que c'est assez technique, mais si tu arrives à vulgariser, je sais que tu as une stratégie un peu particulière sur ton paid et ton earned. Là, tu as parlé des budgets aussi qui sont limités. Donc je sais que ça nécessite d'être hyper précis et stratégique dans où est-ce que j'achète l'espace, sur quel format je capitalise. Comment, voilà, est-ce que tu peux en dire deux mots sur cette stratégie paid pour le earned? Alors, très bonne question. Effectivement, en fait, le earned media, dans une stratégie globale, ne fonctionne que s'il est orchestré dans un plan plus global de plan de connexion. Et effectivement, le earn est au service du paid et le paid est au service du earn. C'est l'amplification des deux qui va favoriser du coup le bruit autour de la marque. Avant de commencer sur le paid, il y a une vraie question qui est comment faire du earned. Et comment faire du earned, comme je l'ai dit, c'est pas nous qui le faisons, ce sont les consommateurs, c'est l'audience qui reprend un message. La première pour moi des clés de succès, c'est d'avoir déjà un sujet sur lequel parler. Il faut pouvoir parler ce que j'appelle moi souvent la tension, un problème, un fait, quelque chose, une activation qui va devenir un sujet du coup de communication avec les consommateurs. On va favoriser cette reprise, mais c'est pas une science exacte, c'est quelque chose qui va être repris. Et du coup après, pour le pouvoir amplifier, il va falloir à partir de cette activation générer du paid, c'est-à-dire générer des contenus qui sont en lien avec le earned, qui parlent du même sujet, qui là vont être amplifiés par la marque et qui vont essayer d'avoir un effet de halo pour pousser le earn et pousser la visibilité. Mais c'est pas suffisant en tant que tel, parce qu'il va falloir aussi après le mesurer. Et c'est là avec The Metrics Factory, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas que ce que les consommateurs racontent, il y a aussi ce qu'ils montrent. Et c'est une grosse partie, puisqu'aujourd'hui, les consommateurs ne vont plus mettre des hashtags sur les marques. Ils vivent l'instant, ils vont diffuser, ils sont là pour profiter, c'est du divertissement. Et donc, du coup, aujourd'hui, là, ce qu'ils vont montrer de la marque va être aussi un gros élément pour pouvoir le faire. Donc effectivement, le earn va être au service du paid. Et ce qu'on a pu voir, et je parlerai d'un exemple un peu après qu'on a eu notamment sur la Technoparade avec Crazy Tiger, c'est que lorsque le sujet est bon, bien traité en lien avec l'attente du consommateur, qui est un vrai sujet de fond, qui peut générer du earned, si le paid est orchestré autour, on peut pousser les algorithmes du coup à créer de la préférence, puisque comme les régies, les plateformes sont là pour faire du divertissement, c'est du temps de captation de l'audience sur un temps. Plus les personnes qui sont exposées vont aimer le contenu, plus le contenu va répondre à ce que les gens proposent, plus du coup les algorithmes vont aussi pousser, ce qui permet d'améliorer les taux de complétion et donc la diffusion et donc les coûts d'achat. Et en fait, finalement, le earned permet d'améliorer l'amplification d'un plan dans sa globalité, puisqu'on va pouvoir diffuser plus de touchpoints, plus de messages à un coût qui sera mieux maîtrisé et donc du coup plus efficace. Eh ben, super. Enfin, justement, tu l'as mentionné là, mais est-ce que tu peux maintenant nous dire un peu plus dans le détail ce que vous avez fait sur la Technoparade, qui était une des OP phares, je pense, de l'année dernière? Oui, exactement, c'était une grosse opération pour donner un peu de contexte. Pour pouvoir émerger dans cette catégorie-là, on a pris une partie d'une positionnement différent, hein, c'est aussi un peu une des bases marketing, avec une promesse du coup d'énergiser la différence des consommateurs, en leur donnant le goût et l'énergie de pouvoir s'assumer. Et par rapport à ça, on avait une ambition de pouvoir rassembler un maximum de différences et en gros célébrer cette différence-là dans un cadre festif. Et c'est là où on s'est adossé à la Technoparade pour deux raisons. Un, c'est un événement majeur qui est capable de rassembler une audience relativement large. 400 000 personnes étaient dans les rues de Paris à ce moment-là. Surtout, c'est un événement gratuit qui permet justement d'avoir aucun frein pour accéder et être soi dans ce total-là. Comment on l'a orchestré? On l'a orchestré, comme je vous le disais, avec un sujet. Il faut que le sujet soit en lien avec les plateformes de marque, avec une tension. La tension était, dans cette technoparade, comme c'était un événement gratuit, tout le monde ne vient pas que pour la techno. Les gens viennent aussi pour s'amuser, se divertir et profiter d'un moment. La première idée qu'on a eue, c'est de se dire que l'expérience qu'on va proposer avec la marque Crazy Tiger sera différente des autres. On n'a pas fait le même style de musique, on n'a pas les mêmes animations. On a eu une expérience unique qui a permis du coup d'intéresser une audience par rapport à un besoin. Une fois qu'on a ce sujet-là, l'idée c'est de l'amplifier. On a du coup recruté un crew d'ambassadeurs, de créateurs de contenu, très affinitaires avec la marque, très affinitaires avec la plateforme, qui ont été en capacité à diffuser ce message, et donc qui font une première brique du earned media pour pouvoir amplifier du contenu. Puis une deuxième qu'on a fait aussi avec l'expérience sonore, mobilisant un peu comme tu le disais, les assets de la marque, nos DJ, qui ont aussi pris une partie. De cet événement-là, on a généré du contenu
Donc, on a produit le contenu le jour J en temps réel, qu'on a diffusé sur les différentes plateformes pour voir ce lien entre ce que le consommateur voit d'un créateur de contenu et ce qu'il voit sur le compte de la marque. Et à côté de ça, on a favorisé les expériences pour que l'audience elle-même puisse bénéficier et faire de la reprise. Donc ça, c'est comment on l'a orchestré du coup sur la journée. Et avec ces différentes phases pour pouvoir créer du coup ce lien. Ensuite, c'est pas tout. On a aussi amplifié avec un curateur, c'est-à-dire un tiers qui a capacité à relier ces différentes audiences entre le créateur de contenu, entre le contenu paid et entre l'audience qui assiste à l'événement pour pouvoir justement créer une histoire cohérente et également pousser les algorithmes. Et le tout, du coup, nous a permis de développer significativement l'audience. Pour vous donner quelques chiffres, donc mis à part qu'il y avait beaucoup de personnes dans les rues et que c'était un peu blindé et une grosse fête, on a réussi à générer quasiment 600 UGC en un jour sur la marque, ce qui, repris des audiences et mesuré par The Metrics Factory, représente quasiment plus de 50 millions de contacts earned générés, gracieux, et qui, comme étant vraiment en lien avec le sujet, on fait beaucoup d'interactions. On a eu quasiment un peu plus d'un demi-million d'interactions positives avec la marque, et ce qui a permis du coup d'amplifier le budget média avec un ROI x3 par rapport à ce qu'on a investi. Et ce qui permet vraiment de développer la marque, et je vous passe, mais ça a aussi développé du coup le top of mind, ça a développé la cote d'amour, la préférence de marque, et surtout en lien avec le territoire de notre plateforme. Excellent. Bon, là, je pense que ROI x3, j'allais te demander les résultats, mais je pense que c'est ce que tout le monde voulait entendre. En tout cas, ça laisse rêveur. Est-ce que, fort de cette expérience, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une autre marque qui souhaiterait maximiser son earned media? Alors, c'est déjà très bien de vouloir le faire. Je pense que c'est la direction, comme je l'ai dit. Je pense qu'on ne peut pas gagner aujourd'hui si on n'a pas cette stratégie, cette volonté en tout cas d'engager la talk capability d'une marque avec son audience. Ensuite, il faut avoir en tête que le earned media, c'est un souhait, c'est pas forcément quelque chose qui peut arriver. C'est pas une science exacte. Jusqu'au dernier moment, on peut avoir aussi quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne soit pas repris, c'est possible. Et c'est pour ça que le conseil que je donnerais, il faut vraiment cibler le sujet qu'on va préempter. Les consommateurs, naturellement, ne veulent pas parler d'une marque, sauf quelques marques qu'on connaît qui sont iconiques, mais dans la majeure partie, on ne va pas parler d'une marque. Il faut favoriser ce contenu avec une idée, une big idea forte, en lien, et sans cette idée-là, on ne pourra pas pouvoir le générer. Donc je pense que c'est vraiment la base, c'est d'avoir quelque chose de juste, en lien avec la marque, en lien avec l'actualité, en lien avec l'audience, quitte à revoir son ambition sur un périmètre plus petit du earned media. Quelquefois, là c'est une grosse opération, à Technoparade, on en a eu aussi d'autres, beaucoup plus petites, beaucoup plus confidentielles, qui ont eu des résultats très intéressants, parce que justement, peu d'investissement pour pouvoir générer beaucoup. Le dernier conseil que je donnerais, c'est que comme c'est pas une science exacte, il faut monitorer son investissement. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir... C'est pas là où on doit investir le plus, il faut être tactique. C'est pour ça que l'idée est très intéressante. On doit limiter les coûts de production, on doit être agile, on doit être flexible pour pouvoir vraiment être dans l'instantanéité de ce qui va être fait pour que l'audience, l'actualité aussi nous aide, comme tu le disais, à reprendre et à amplifier ce earned media. Ok. Et donc, si j'ai bien compris, quand tu dis le côté hyper incertain, ça veut dire que Technoparade, j'imagine que c'est tous les ans. Là, oui. si vous vouliez refaire, si Crazy Tiger refaisait la même opération en capitalisant sur l'année dernière, tu penses qu'il y a une part d'incertitude qui fait que c'est pas garanti d'avoir les mêmes résultats? Complètement. Et je pense même que le risque, c'est de refaire. Refaire la même chose, c'est justement moins intéressé. Il faut amener cette différence, il faut amener cette nouveauté. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, grâce ou à cause, je ne sais pas comment on pourrait le prendre exactement sur les réseaux sociaux, l'instantanéité, les trends, comme on appelle ça, crée qu'il y a toujours du mouvement. Et si on ne se raccroche pas à ce que l'audience aime consommer, alors on ne l'intéressera pas. Clairement, l'audience n'est pas venue consommer du Crazy Tiger à ce moment-là, ils sont venus se divertir et j'ai réussi à les intéresser. Donc cette remise en question permanente est la clé, c'est le fondement. Je reviens, c'est sur l'idée même de ce qu'on va pouvoir activer. Et il faut même se dire, si on n'a pas de quoi activer, dans ce cas, n'allons pas dans ce territoire-là, puisque du coup, ça pourrait ne pas être un succès. Ok, hyper intéressant. Super. François, merci beaucoup, c'était très clair, très riche. Merci à vous. On te retrouve à la fin pour les questions-réponses. Et maintenant, ça va être au tour de Romain de nous expliquer un peu comment le earn est géré ou pensé côté Parions Sport. Hello Romain. Bonjour à tous. Salut Quentin, ça va? Très bien. Bienvenue dans Wake Up Your Audience. Merci. Romain, est-ce que tu
peux déjà te présenter rapidement pour ceux qui peut-être te connaîtraient pas. Je pense que c'est la majorité, a priori. Enchanté à tous. Donc moi, c'est Romain. Je travaille effectivement chez Parion Sport depuis 1 an et demi maintenant. Donc je suis déjà un passionné de sport. Si on revient de là à la base, c'est quand même le domaine dans lequel j'ai toujours bossé et qui m'inspire. Je suis moi-même pratiquant, fan de sport à tout niveau. Plutôt tennis à la base, mais multisport depuis toujours. Donc j'ai toujours voulu bosser dans cet univers-là. J'étais avant en agence de com, puis après j'ai aussi passé du temps chez Technifibre pour les spécialistes de tennis qui connaîtraient sur la partie marque et notamment dans l'univers digital. Et donc j'ai rejoint Parion Sport depuis 1 an et demi pour continuer, on va dire, à bosser dans cet univers-là sur ce domaine qui me passionne. Et donc très heureux de travailler. Alors effectivement sur les social media là, depuis 1 an et demi, et là ça a un petit peu évolué ces derniers temps. Maintenant je suis plus aussi sur la partie marque au global. Et donc voilà, très heureux à la fois de ce que je fais et puis d'être là aussi aujourd'hui avec vous pour partager tout ça. Top. Est-ce que déjà, un peu comme François, tu peux nous dire pourquoi selon toi il faut faire du earned media et quelle place ça occupe chez Parion Sport? Alors là-dessus, effectivement, honnêtement, je suis assez en phase avec tout ce que j'ai pu entendre et tout ce qu'a dit François. Je me retrouve dans plein d'éléments de ce qu'il a partagé. Et moi, de mes précédentes expériences aussi, ce que j'ai toujours perçu, c'est qu'aujourd'hui, pour une marque, avant de vendre un produit, il faut déjà faire en sorte que les personnes à qui vous parlez vous connaissent et vous considèrent. Et ce que j'ai aussi retenu de mes précédentes expériences, et moi que je trouve aujourd'hui très important dans le monde dans lequel on évolue, c'est qu'une marque, avant d'être fonctionnelle, elle doit être aspirationnelle. J'ai beaucoup d'exemples aujourd'hui de marques qui cherchent à vendre un produit, mais dans la plupart des cas, ce que veulent les consommateurs, c'est avant tout acheter ce qui va avec le produit. C'est pas juste la finalité du produit, c'est tout ce qu'on va leur donner avec et pourquoi ils l'achètent et tout l'univers qu'ils achètent avec ça. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est capital et dans lequel s'inscrit justement ce earned media. C'est pas juste la marque qui dit c'est super ce qu'on fait, regardez, on fait mieux que les copains. C'est les copains qui disent regardez ce qu'ils font, c'est génial et moi ça me sert pour telle et telle chose. Et au final, ça s'inscrit dans les nouvelles tendances un peu sociales aujourd'hui on va voir un film parce qu'on a entendu par les autres que c'était un bon film, on va voir une pièce de théâtre parce qu'on a entendu que c'était une bonne pièce de théâtre, et on va consommer une marque parce qu'on a entendu que cette marque-là était bien ou qu'elle apportait des bénéfices importants. Donc, je pense qu'il y a vraiment cet aspect de devenir aspirationnel et de parler vraiment au consommateur avant de parler de son produit en tant que tel, de parler de ce qu'on représente et de ce qu'on peut donner, vraiment plus que fonctionnellement parlant. Et pour ça, du coup, il y a cette nécessité de travailler vraiment toute la partie notoriété, considération, pour raconter des histoires, en fait, plus que simplement vendre un produit finalisé. Après, par contre, toute la technicité, et là aussi, je rejoins tout ce qui a été dit avant, puis on va en reparler après, c'est de ne pas vouloir absolument raconter des histoires au risque que les histoires soient factices et montées de toutes pièces, parce que pour le coup, ça pardonne pas. Et là, pour le coup, les consommateurs sont pas dupes. Donc à ce moment-là, ça se retourne très rapidement contre la marque. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur cet aspect-là. Ok, très clair. Et il y a justement par rapport au Crazy Tiger, enfin ce que racontait François, il disait les consommateurs, ils viennent par exemple à Technoparade non pas pour consommer du Crazy Tiger. Pour Parion Sport, je pense qu'il y a un avantage, mais qui peut être aussi un challenge, c'est d'être sur l'univers du sport, qui on le sait génère énormément de earned media naturellement, de fait. L'enjeu pour vous, j'imagine que c'est plutôt d'émerger. Comment on fait pour se rattacher sa marque justement à un énorme univers de earn comme le sport, et comment on fait pour émerger au sein de celui-ci? Et nous, on est dans un secteur qui est particulier. On est dans un secteur qui est déjà très compétitif, puisque le côté paris sportif en ligne, c'est quelque chose qui est... j'imagine que tout le monde a été exposé un petit peu aux différentes publicités des opérateurs aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est un secteur qui est très visible, très concurrentiel, et dans lequel il y a aussi assez peu... justement, cet aspect aspirationnel de marque, il est plus délicat que dans d'autres univers. Donc, on va dire que c'est encore plus tricky. Par contre, effectivement, il y a la chance d'être dans l'univers du sport, qui, pour le coup, est un univers qui suscite énormément d'intérêt et énormément de réactions, donc qui se marie très bien avec cet univers du earned media. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc nous, ce qu'on a mis au cœur de notre stratégie, c'est l'émotion. Ce qu'on cherche à véhiculer, c'est le fait de partager de l'émotion. Et encore une fois, l'émotion, c'est quelque chose qui doit être authentique. Donc c'est quelque chose qui doit s'inscrire qui doit transpirer dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit et dans tout ce qu'on met en place. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, on a une stratégie de sponsoring dans le sport qui est, pour reprendre tes différents leviers que tu présentais en intro, de la manière d'être visible. En sponsoring, on a une stratégie qui est quand même assez importante et qui se marie avec des entités premium. On est partenaire aujourd'hui du PSG, de l'OM, de la NBA, de la Fédé de rugby. Donc, on est vraiment sur une stratégie
de visibilité, on va dire premium en termes de sponsoring. Mais une fois qu'on est partenaire de ces entités, de ces clubs, etc., qui sont aussi gros soient-ils, c'est pas ça qui va permettre d'accrocher, on va dire, ou de raconter des histoires. Ce qu'il faut après, c'est arriver à trouver la bonne manière de raconter comment on va parler à un fan du PSG. Je veux dire que le fan du PSG voit que le PSG est partenaire de Paris Sport, ça lui fait ni chaud ni froid. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui l'intéresse en tant que tel. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il suit son club, il a envie de voir les matchs de son club et de suivre son actualité. Donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir lui apporter à lui et aux personnes qui sont dans cet écosystème des éléments, des contenus qui vont lui permettre de comprendre ce qu'on fait, ce qu'on propose et qui on est. Et c'est ça tout l'enjeu après de notre métier pour moi, c'est cet enjeu de raconter une histoire. Et donc, typiquement, pour prendre un exemple concret, parce que je pense que c'est ce qui intéresse aussi tout le monde ici, dans le cas des partenariats qu'on peut avoir, on a mis en place une émission sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Bande Touche, où on revient sur, ça nous permet d'avoir un espèce de talk qui est vraiment avec la tonalité Paris Sport, parler avec de l'expertise, mais aussi beaucoup d'humour et de décalage du sport de manière générale. Et on a fait intervenir l'ensemble de nos partenaires. Donc, on a fait un banc de touche avec les joueurs du PSG, un banc de touche avec les joueurs de l'OM, un banc de touche avec, autour de la NBA, avec notamment Tony Parker, un banc de touche avec les joueurs de rugby. Et ça a hyper bien marché, parce qu'en fait, on apporte une valeur que les fans de ces différentes entités-là ne vont pas forcément aller pouvoir voir s'ils suivent le club directement. On va créer un contenu supplémentaire et on va positionner la marque comme étant une marque qui va leur apporter quelque chose à eux aussi, au travers de ce qu'ils aiment en suivant leur club. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, un exemple intéressant, je pense, de la manière dont ça se traduit et de ce qui a marché. Et il y a des fois, donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé nous-mêmes, donc qui vit sur nos plateformes, mais pour aller dans le sens de vraiment quelque chose qui est purement earned, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est de laisser à certains influenceurs avec lesquels on travaille ou créateurs de contenu la possibilité de s'approprier des contenus vraiment de A à Z. Et là, pour le coup, on avait fait un contenu là-dessus qui avait très très bien marché avec la FFL, donc la Fédé de la Loose, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont la Fédé peut-être la plus suivie en France au final, peut-être plus que la Fédé de foot, et qui se marie très bien avec notre tonalité éditoriale aussi sur cet humour. Et ben, on leur a complètement laissé en fait la main sur une activation autour du Crunch l'année dernière, donc le match Angleterre-France de rugby, dans le tournoi de la destination, où ils ont vraiment porté cette opération sur leur réseau à eux, raconté toute une histoire qui se marie parfaitement avec leur ligne édito et qui nous va à nous aussi. Et au final, voilà, on a un peu lâché la bride là-dessus. C'est pas un contenu qui était directement chez nous, mais c'est un contenu qui était chez eux et qui a très très bien marché, dans laquelle la marque est visible juste sur les endroits où on pense que c'est intéressant de l'être, pas non plus faire de la surcharge inutile. Et c'est des contenus qui marchent très bien. Donc il y a vraiment, c'est des choses qui peuvent à la fois vivre chez nous en utilisant les assets, on va dire, de ce qu'on peut avoir en termes de sponsoring ou de créateurs de contenu, et des choses qu'on va aussi, entre guillemets, déléguer quand ça s'y prête plus chez les créateurs eux-mêmes. Et dans les deux cas, les résultats, quand les contenus est authentiques, sont vraiment hyper intéressants et performants. On a vraiment des stats super intéressantes sur ces éléments. Ok, ouais, donc effectivement, faire du sponsoring, mais pas se contenter d'avoir le partenariat, le faire vivre ensuite, raconter une histoire autour, créer des contenus. Bon, il y a une opération évidemment dont on a envie de parler, c'est celle du virage Pinot. On pourrait en parler des heures. Est-ce qu'en quelques mots, pour les quelques-uns qui seraient passés à côté du virage Pinot, tu peux rappeler un peu le dispositif, ce que vous avez fait et surtout les résultats et les leçons que tu en as tirées? C'est encore une fois un exemple de dispositif qu'on a un peu délégué en soi. On s'est posé avec nos amis de la FFL, justement, donc toujours cette même Fédé de la Loose avec qui on fait beaucoup de choses, nous, dans l'année. On s'est posé avec eux en début d'année par rapport aux différents temps forts qu'on identifiait dans le calendrier. Et on s'est dit, cette année, notamment dans les temps forts, donc il y avait notamment ce crunch dont je vous ai parlé, où on a fait toute une OP avec eux qui était super. On a identifié aussi un grand prix de F1 qu'on trouvait intéressant. Et on s'est dit aussi, il y a le Tour de France, la retraite de Thibaut Pinot, il va y avoir un truc autour de ça, mais on a envie en tout cas de raconter une histoire là-dessus, parce qu'il y a cette histoire d'émotion, cette histoire de la manière dont il a fait vibrer les gens pendant des années, et en plus, nous, il y avait en plus la petite histoire où il est de l'équipe Groupama FDJ, donc il est aussi un peu de la maison quelque part. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose là-dessus, et c'est quelque chose qu'on a vraiment mis en place avec nos amis de la FFL en parfaite co-construction. C'est vraiment venu des deux côtés, de se dire, nous, on aimerait bien faire ça, on sait qu'il aime le foot, donc pourquoi pas lui refaire un virage comme ça se fait dans le Parc des Princes ou dans les stades de foot, refaire un virage sur le Tour de France, on regarde les étapes, on voit que la 20e étape, l'avant-dernière du Tour 2023, ça se passe chez lui, à côté de chez lui, donc on s'est dit, l'occasion est parfaite, là, et on va proposer un virage là-bas, on va proposer à leur communauté, parce qu'on sait que la communauté de la FFL est très fan de vélo, donc on va leur proposer de se joindre à nous, à avoir un contenu qui soit, encore une fois, authentique, émotionnel, mais en lançant le truc, on s'est dit, au tout début, pour être parfaitement honnête, on s'est dit, si on est 300 dans le virage, c'est très bien. On n'imaginait vraiment pas du tout
ça puisse prendre une telle ampleur. Par exemple, on a travaillé sur du merch, on avait fait des t-shirts, des bobs et autres écharpes, et on avait prévu 200 t-shirts à la base. Et puis, voyant le truc monter à l'approche de l'événement, avec de plus en plus de médias qui nous appelaient aussi pour savoir comment ça se passait, on a augmenté un peu toutes les jauges, mais on a été complètement dépassé. Et c'est ça qui est magnifique, je trouve, déjà dans ce métier et avec le earned media, c'est que c'est la capacité de se laisser dépasser par le truc, mais d'accepter ça. C'est-à-dire de laisser vivre l'opération en organique, et c'est le moment où elle nous dépasse qu'on a gagné quelque part. Après, il ne faut pas que ça nous dépasse au sens où on perd complètement le contrôle. Et nous, par exemple, le risque aurait été lié au fait que quelqu'un qui s'est greffé au truc pousse un coureur. Là, pour le coup, effectivement, on doit assumer la responsabilité de ce qu'on a fait. Donc, il faut trouver la juste mesure, mais en tout cas, c'est l'exemple parfait de laisser vivre quelque chose qu'on lance à la base et de le earned media dans ce qu'il a de plus profond, je pense. Ouais, dépassé par son propre earn, c'est beau. En tout cas, voilà, je sais qu'on va partager dans le chat un lien. Il y a une vidéo, un documentaire qui présente très bien cette opération. Sinon, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Paris On Sport. Romain, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil à donner justement, fort de ton expérience ou de tes expériences sur le earned media, un conseil pour les autres marques? Ouais, je suis pareil, je suis vraiment d'accord avec ce que j'ai pu entendre vraiment de la part de François. Moi, il y a vraiment ce côté que je trouve intéressant, c'est le fait de lâcher prise sur le contrôle de sa marque. C'est-à-dire que souvent, quand on est une marque, et je sais de quoi je parle, parce que ça fait plusieurs années aussi que je travaille dans cet univers-là, on a toujours envie que la marque soit au centre, que le dispositif reprenne le nom de la marque, de mettre le nom de la marque partout, le logo partout, etc., que ce soit le plus visible possible. Oui, il faut être visible, mais il faut être visible au bon niveau. C'est-à-dire qu'encore une fois, les gens, si on s'était appelé le virage Paris On Sport, les gens, ils se seraient pas déchaînés comme ils l'ont fait, ils n'auraient pas fait 12 heures de voiture en traversant la France pour aller voir un gars passer 4 secondes dans le virage Paris On Sport. Ils l'ont fait parce que c'est le virage Thibaut Pinot, et nous, après, on est en mode bye Paris On Sport, c'est nous qui avons mis en place le contexte, qui avons fait en sorte de créer l'événement en tant que tel. Mais encore une fois, comme dans le cas de la Technoparade, c'est comme ça que ça marche. Si on veut être à une place qui nous est pas dévolue, ou qu'on veut forcer une place, ça va pas marcher. Donc il y a vraiment ce côté, je trouve, lâcher prise qui est super intéressante, et qui se matérialise aussi dans les échanges avec les créateurs. Nous, aujourd'hui, dans la manière dont on fonctionne avec eux, c'est hyper important pour nous de faire en sorte que le dispositif leur convienne à eux aussi. On a toujours ce discours dans les co-créations de se dire, est-ce que, même si on n'était pas là, nous, aujourd'hui, évidemment, vous ne diriez pas merci à Paris On Sport dans le truc, mais est-ce que vous le feriez quand même? Est-ce que cette opération, c'est quelque chose que vous feriez vous-même naturellement si on n'était pas adossé? Et s'ils disent, non, on ne le ferait pas, on ne le fait pas non plus. On ne veut pas faire un truc pour le forcer. On sait que déjà, à la base, si eux ne sont pas prêts à le faire et que ça ne convient pas, ça ne va pas marcher, en fait. Donc, il y a vraiment aussi ce respect, on va dire, de l'authenticité du contenu. C'est un mot qui revient beaucoup dans la plupart des talks qu'on peut avoir sur les marques, cette notion d'authenticité, mais pour moi, sur le earned, elle est capitale. Vraiment, ça qui compte. Est-ce que l'histoire que je raconte, que ce soit via moi ou via les personnes que je veux impliquer, elle correspond à une réalité, à un momentum, effectivement, comme tu le disais aussi, et à une réalité de ce que je propose comme service aujourd'hui et corrélé avec les valeurs que je dégage. Si ce n'est pas le cas, alors honnêtement, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Par contre, quand c'est le cas et que tout s'aligne très bien, et nous, pour le coup, le virage Pinot, c'est aussi un alignement de planète hallucinant. Il faut de la chance aussi pour ça. Je veux dire, tout n'est pas non plus que lié à du talent, même s'il y en a énormément. Et donc, il faut que tout ça s'agrège, mais pour que ça s'agrège, déjà, cette notion d'authenticité de base, elle est essentielle. Donc, le fait de respecter ça, et ça va de pair avec le côté accepter de mettre sa marque un petit peu en retrait aussi à certains moments et de la mettre à la juste place. Ok, ouais, hyper intéressant. Le côté arbitrage, justement, de se dire tant pis, je renonce à mettre un peu en avant ma marque, mais au profit de quelque chose de plus grand. Et c'est un peu le pari que vous avez fait, qui est un pari gagnant pour le coup. Romain, un grand merci. On se retrouve juste. Je suis obligé aussi de dire qu'un des éléments importants pour cette partie earn, c'est aussi d'être capable de mesurer les retombées qu'on a derrière. Et pour mesurer, quoi de mieux que The Metrics Factory? Voilà, là on est vraiment dans l'endorsement, la stratégie d'endorsement de The Metrics Factory. Effectivement, n'hésitez pas pour mesurer votre earn. Merci beaucoup Romain, on te retrouve après l'intervention de Geoffrey. Merci. Geoffrey, bienvenue. Bonjour Quentin, merci pour l'invitation, bonjour à tous. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Ouais, pour faire très simple, donc Geoffrey Marseille, je suis dans le groupe Michelin depuis bientôt 10 ans, depuis 2014, et donc en charge des stratégies gaming et stratégies d'influence pour la marque, pour les activités, on va dire pneus grand public.
donc comme tu l'as dit, de manière globale. Top. Même question que tout à l'heure. Pourquoi faire du earned media et quelle place ça occupe dans la stratégie de Michelin? Alors, par rapport aux deux précédents intervenants, moi, ma position elle est un petit peu différente du fait d'avoir la marque Michelin, qui est une des marques avec une des plus fortes notoriétés sur tous nos marchés. Et en fait, cette force de la marque, on la doit notamment à la cohérence des messages qu'on va déployer sur tous les touchpoints sur lesquels on va retrouver nos consommateurs. On continue d'investir sur des médias traditionnels, télé connectée, et on investit également dans le earn pour plusieurs raisons. La première, pour toucher des consommateurs que l'on touche pas ou peu avec le média traditionnel. Il y a une étude de l'Ofcom qui nous dit que les utilisateurs entre 16 et 24 ans regardent 7 fois moins la télé que les seniors, donc il faut qu'on trouve un autre moyen d'adresser ces personnes-là. Ça nous permet de renforcer nos messages auprès de nos cibles en les faisant dire par d'autres. On n'est pas dans une relation où la marque pousse un message, mais c'est bien l'influenceur que je vais suivre sur les réseaux qui va me raconter quelque chose, qui va me partager son expérience, où je vais avoir plus tendance à le croire. On est moins dans un message publicitaire et plus dans le bon conseil d'un ami finalement. Et autant le média traditionnel, il nous permet d'installer le message de manière globale, autant la partie earn, elle va nous permettre d'affiner ce message-là en fonction du centre d'intérêt, du passion point de la communauté de l'influenceur. Si je prends un exemple, le média traditionnel va me permettre de dire que la marque innove dans ses secteurs d'activité pour permettre une meilleure vie en mouvement. Le fait de prendre un influenceur motorsport ou car enthousiaste, par exemple, va me permettre de montrer comment la marque va innover sur ce secteur. Ok. Alors justement, en parlant d'innovation ou autre, quand on pense à Michelin, donc tu l'as dit, tout le monde connaît Michelin, mais quand on pense à Michelin, on pense pas forcément tout de suite à gaming ou à e-sport. Pourtant, je sais que c'est un vecteur fort de votre stratégie. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur vos différents partenariats e-sport, sur cette stratégie et sur comment tu fais rayonner ces partenariats? La partie e-sport et la partie gaming, elle vient compléter le spectre du earn media qu'on peut faire. On a aujourd'hui un partenariat e-sport majeur qui est celui de Gran Turismo, où on est donc official technical partner de Gran Turismo et des Gran Turismo World Series, donc du jeu et de la série e-sport. Et en parallèle de ça, comme beaucoup de marques non endémiques du milieu de l'e-sport et du gaming, on fait du test and learn avec d'autres partenariats qui peuvent être plus ciblés sur certains marchés ou plus ciblés sur certaines activités. Comme je disais, ça vient compléter notre spectre de la stratégie earned media. Et nos partenariats gaming et e-sport doivent, tout comme l'influence, nous permettre de venir soutenir le positionnement de marque sur un autre point de contact avec le conso. En fait, on va venir rajouter un touchpoint en quelque sorte. Dans le cas de Gran Turismo, du fait de la notoriété de la marque, on n'a pas vocation à simplement rendre la marque présente dans le jeu ou la série e-sport, mais ce qu'on souhaite bien, c'est renforcer le message de la part jouée par le pneu dans la stratégie de course, et ça nous aide en fait à venir révéler la valeur d'innovation du produit ou de la marque. C'est ce qu'on a fait en 2021. En 2021, on a été le premier manufacturier, en l'occurrence avec les Gran Turismo World Series, à instaurer une stratégie pneu. Et c'est en fait tout ce storytelling et cette preuve de la valeur qu'on apporte dans un partenariat qui va nous aider sur le earned media à révéler la valeur d'innovation de la marque et à avoir ce fort impact sur les audiences, sur leur centre d'intérêt. Ok. Donc ouais, pour juste une petite précision, je pense pour ceux qui verraient pas, mais on est d'accord. Aujourd'hui, si je joue à Gran Turismo, je peux choisir des pneus Michelin sur mon véhicule, quoi. Alors, tu vois, ça c'est une partie qu'on travaille. Nous, on a fait le choix d'abord de le prendre par la série e-sport, d'avoir un réel impact en fait sur le plus haut niveau de compétitivité. Voilà ce que nous on est capable d'amener et faire comprendre que
les joueurs ont besoin de maîtriser cette stratégie pneu pour pouvoir gagner. Sur chaque manche des Gran Turismo World Series, tu constates que la stratégie pneu est importante. Et maintenant, cette image-là, il faut qu'on la fasse descendre jusqu'au casual gamer, qui va jouer beaucoup plus tranquillement et pas de manière compétitive, et en fait lui permettre lui aussi de capter cette différence et cette importance. Ok. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être un dispositif, une opération je sais que voilà, tu fais des événements aussi avec des influenceurs autour de ces partenariats, de ces temps forts. Voilà, peut-être prendre une opération, une des dernières, et nous expliquer un peu comment tu l'as fait et ce que ça t'a apporté. Ouais. C'est ce qu'on a fait. C'est pas si vieux que ça. C'était au mois de décembre, à l'occasion donc des Gran Turismo World Series. On a cherché justement à bâtir cette activation influenceur qui nous permette de démontrer l'innovation dans nos produits. On a choisi de prendre des influenceurs qui n'étaient pas dans l'écosystème de l'e-sport et du gaming. On a choisi de travailler avec des influenceurs qui sont plus sur notre cœur de cible habituel, donc plutôt orienté motorsport, automobile. Et ce qu'on a commencé à faire, donc on a pris des influenceurs qui venaient du monde entier, Amérique, Europe, Chine. Ça a été de tous les inviter à Clermont-Ferrand et dans un premier temps de leur faire découvrir le parcours d'innovation de la marque et de partager avec eux notre vision de l'innovation en les amenant à notre centre de recherche et développement. Ça a permis donc de leur donner un petit peu tout ce vécu et en fait cette légitimité de la marque en tant que marque innovante pour les amener dans un temps 2 à la finale se dérouler à Barcelone, de faire un road trip de Clermont-Ferrand à Barcelone en partenariat avec un constructeur automobile premium avec qui on a l'habitude de travailler et de leur montrer en fait de passer de la découverte à l'expérience et de leur montrer que on est capable, grâce à toute cette innovation qu'on a réussi à emmagasiner, de co-développer des pneus avec des constructeurs pour amener une expérience de conduite qui va être plus personnalisée, plus sensationnelle. Voilà, ce travail main dans la main, de les amener jusqu'à cet event e-sport, où là, pour le coup, ils sont dans un univers qui est pas un univers habituel pour eux, et de créer cet élément de surprise avec, regardez, en vous immergeant dans cette série e-sport, voilà aussi comment le pneu, dans la série e-sport, et grâce à cette expertise qu'on a été capable d'amener, peut avoir un impact et peut être en fait game changer sur ce type d'activité. Quantitativement, ça a été une OP très satisfaisante. On a parlé de ROI tout à l'heure. On fait un ROI fois 8,1 par rapport à ce qu'on a, au budget qu'on a mobilisé, calculé en earned media. La très bonne surprise pour moi, ça a été l'analyse qualitative que The Metrics Factory a faite du coup pour nous. Il y a beaucoup d'éléments moi, qui m'ont marqué. Déjà, la mémorisation de la marque qui est 3 fois supérieure à la moyenne des activations influenceurs qu'on a l'habitude de faire. On est grosso modo sur les mêmes chiffres qu'on arrive à faire avec de gros events internationaux comme les 24 heures du Mans. Donc ça, déjà, c'est un premier bon point. On a plus d'une personne sur 2 qui trouve la marque innovante. Donc, on coche aussi l'objectif du message perçu qu'on voulait. On a une préférence de marque qui a été renforcée avec 2 personnes sur 3 qui nous disent mon prochain achat de pneus, en ayant été exposé au contenu, c'est la marque Michelin que je veux. Mais le plus impactant encore, je trouve, c'est d'avoir réussi à capter que on a 2 personnes sur 3 qui ont été exposées au contenu pendant l'event et qui nous disent « Ok, j'ai compris la valeur d'innovation de la marque et en fait, je suis prêt à payer plus cher pour bénéficier de cette innovation et de cette qualité dont je peux bénéficier avec la marque Michelin. » Et c'est vraiment là où on constate qu'avec ce type d'activation, en jouant sur le earned media, on est capable en fait de jouer sur tout le funnel de la perception de la marque jusqu'aux critères d'achat. Ouais, hyper intéressant justement de se dire que ta stratégie de earn, elle te permet aussi de te positionner sur des items de marque, de faire bouger des items de marque précis qualitativement, en plus de la visibilité évidemment de le pur aspect quantitatif.
Quel conseil tu donnerais justement à une autre marque, fort de tes expériences, quel conseil tu donnerais à une autre marque qui cherche à générer du earned media? En termes de conseils, il y a déjà de très bons conseils qui ont été donnés avant. Effectivement, l'alignement en fait de ce qu'on va faire en earn avec tous les autres touchpoints, et que on peut pas faire du earn isolé, du paid, du shared et du owned. Ça, c'est déjà un premier point clé, d'avoir cet alignement de messages et cette cohérence de messages en fait sur tous les touchpoints. Le choix des influenceurs, il est hyper clé. Il faut que le choix des influenceurs il soit cohérent avec les valeurs de la marque. C'est justement ce que disait François et ce que disait Romain juste avant, c'est que pour qu'il y ait ce lâcher prise en fait, où on accepte que par moment la marque soit pas au cœur de la communication, mais soit en fil rouge en fait dans le contenu qui va être créé avec le message. Il faut vraiment que le choix de l'influenceur soit pertinent, qu'il soit choisi en fonction des audiences qu'on cible et du message qu'on veut faire passer. Plus on peut travailler cette relation au long cours, plus elle devient évidente, et le fait que la marque soit associée à un contenu en earned va devenir logique, et où on se rapproche justement quand un influenceur va valoriser un produit, mettons de la marque Michelin, on se rapproche plus du conseil du bon copain que de la collaboration commerciale forcée, un peu trop obvious. La grosse importance, je rappuie sur ce que Romain a dit juste avant, d'analyser le quanti et le quali. Le quanti va nous donner ce côté performance, efficience économique. Est-ce que j'ai eu raison d'aller sur ce type d'activation? Est-ce que c'est rentable pour moi? Mais aussi de vérifier si le message a bien été capté, il a bien été compris, et si j'ai bien eu l'impact sur mon consommateur que je cherchais à avoir. Et la dernière chose que je pourrais ajouter, c'est que François on a un petit peu parlé au début, c'est que l'objectif de communication et le travail sur le message, il est vraiment clé pour proposer quelque chose de cohérent, parfois justement être différenciant, mais tout en étant rattaché aux attributs de la marque et aux items de la marque. Ok, super. Bon, c'était plus qu'un conseil, c'était plusieurs conseils, donc merci pour ta générosité. Ouais. Super, un grand merci Geoffrey, c'était très clair, très intéressant. Reste avec moi, on va retrouver aussi François et Romain. C'est passé hyper vite, mais ça va être déjà le moment de conclure. Après répondre à quelques questions, s'il y a eu des questions dans le chat. Je crois que j'ai un souci avec le chat, je vois pas les questions en fait. Je vais regarder directement. Ah, on les a ici. Quels sont les défis auxquels les entreprises peuvent être confrontées lorsqu'elles tentent de générer de l'earned media? Ça, je pense que ça a été pas mal évoqué. On a parlé de la gestion de risque, on a parlé de le fait de s'abandonner. Est-ce qu'il y en a un de vous peut-être qui va ajouter une dimension en plus qu'on n'aurait pas évoquée? Peut-être les risques réputationnels, on n'a pas trop parlé. C'est exact, ouais. Si tu permets, je vais prendre la parole là-dessus, parce que du coup, les marques alimentaires, on est toujours un peu dans ce fil de positif, pas de buzz, ça peut vite tourner. Et effectivement, le earned media, c'est la conséquence. C'est que et je rejoins, donc en fait, ce qu'on disait, c'est que si le sujet n'est pas bien traité, alors la reprise n'est pas comprise, et du coup, il peut y avoir de la défiance. Et il faut avoir en tête, et ça c'est très important, que les audiences sur les réseaux sociaux ont plus avantage à parler de ce qu'ils n'aiment pas, à critiquer, qu'à dire qu'ils aiment. Donc du coup, effectivement, le risque est là. Ensuite, il faut aussi savoir l'accepter. C'est-à-dire que le commentaire, même s'il est quelquefois pas bon, si le sujet est bien traité et compris, va aussi pousser les algorithmes. Donc c'est toujours un peu le ratio entre la masse de commentaires qui aide à être porté et le earned media aide, mais en étant vigilant quand même si le sujet est bon, et c'est là où l'alignement doit être fondamental. Il faut que nous, dans la stratégie de marque, on soit sûr qu'on a bien traité le sujet. Autrement, s'il y a des choses qu'on n'a pas mesurées, alors effectivement, ça peut dévier, ça peut partir un peu dans tous les sens, et du coup, nous échapper complètement. Ok, super, merci, très, très clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je vais en profiter pour déjà un grand merci à vous trois d'avoir pris le temps d'échange et la clarté et la transparence de vos témoignages. Rappelez aussi, donc, pour ceux qui le souhaitent, on fait une masterclass sur le même sujet le 29 février à 9h30. Vous envoyez juste un mail à contact@themetricsfactory.com.
Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Je sais pas si Geoffrey, tu veux commenter. Après, Espagne, c'est peut-être moins ton territoire. Par rapport à celle que j'ai vu passer par rapport au Michelin Track Connect. Ouais, le lancement Michelin Track Connect en Espagne, en mixant pilote pro et influenceur, était intéressant. Oui, ça rejoint en fait ce que je disais juste avant, c'est que ce qui fait que le programme va être impactant, c'est vraiment d'avoir cet alignement de messages, parce que ça a fonctionné du fait des pilotes pro, du fait des influenceurs, mais parce que c'est aligné avec ce qu'on a fait sur tous les autres touchpoints. Donc, quel que soit l'endroit où le consommateur va se retrouver, il n'est pas perdu par rapport à ce qu'on va lui raconter comme storytelling. Et effectivement, tout l'intérêt est de venir choisir derrière les bons pilotes, les bons influenceurs et qui correspondent aux audiences qu'on a envie d'adresser. Ok, hyper intéressant. Eh ben, écoutez, je vois que l'heure tourne, ça va être le moment déjà de conclure et de nous quitter. Donc encore une fois, un grand merci à vous trois, c'était super. Merci à tous aussi d'avoir pris du temps pour nous écouter. Évidemment, tout sera disponible en replay sur YouTube. Il y aura un compte rendu aussi sur le site. Et voilà, et pour ceux qui souhaitent échanger et creuser le sujet, rendez-vous le 29 à 9h30. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. I'm so in love with you. You got me down.